Europe 1, bonjour, Raphaël Duchemin. Les experts sont au rendez-vous, l'international, l'économie, la télé, le tout sous le regard de Michael Hirsch et ses lettres ou ne pas lettres, ce sera juste avant 7h. On commence par vous, François Clémenceau. C'est aujourd'hui que le conseil d'administration du géant pétrolier russe Rosneft doit officialiser la cooptation de l'ancien chef du gouvernement allemand Gerhard Schröder. Une façon, en fait, pour le Kremlin de diviser l'Union européenne dans sa stratégie énergétique. Oui, ce n'est pas d'hier que l'ancien chancelier allemand social-démocrate fricote avec la Russie. Sous ses 2 mandats, les relations avec Moscou ont été plutôt bonnes. Et lorsque Gerhard Schröder a quitté ses fonctions, battu par Angela Merkel, le Kremlin lui a offert de prendre la direction à l'époque de Nord Stream, une filiale de Gazprom qui opère un gazoduc qui relie la Russie à l'Allemagne via la mer Baltique. Tout le monde y gagne, la Russie vend, l'Allemagne achète et Schröder s'enrichit. Aujourd'hui, l'ancien chancelier, 73 ans, va intégrer le directoire de Rosneft, le géant du pétrole russe qui exporte dans le monde entier, qui est valorisé à 100 milliards de dollars. La différence entre avant et maintenant, c'est qu'il y a depuis 3 ans un contentieux qui ne passe pas entre la Russie et l'Europe. Ça s'appelle l'Ukraine. Et où est le problème ? Eh bien, depuis que la Russie a annexé par la force la Crimée et occupe le Donbass, les Européens ont entrepris, vous le savez, de sanctionner le Kremlin pour ce comportement agressif et déstabilisateur d'une Ukraine candidate à l'Union européenne. Pour que la punition soit efficace, il fallait frapper au portefeuille et donc les dirigeants de Rosneft sont sous sanction et leurs activités commerciales et bancaires sous surveillance. Les Européens réalisent alors, un peu tard, qu'ils se pénalisent eux-mêmes puisque la Russie est leur premier fournisseur de gaz et leur deuxième fournisseur de pétrole. Et qu'en 2050, selon les projections, l'Union européenne devrait devenir dépendante de la Russie pour les 2/3 de son énergie. Les Russes se disent de leur côté comment contourner les sanctions ou les faire annuler. Très simple, en s'attaquant aux pays les plus dépendants, ceux d'Europe centrale, mais aussi l'Italie et surtout l'Allemagne, d'où l'instrumentalisation de Gerhard Schröder, qui est évidemment en faveur de la levée des sanctions et qui ne cesse de plaider contre un retour de la guerre froide. Est-ce que ce ne serait pas plus simple, François, si l'Europe était moins dépendante finalement de la Russie ? Bien sûr que oui, mais sur la plupart des projets qui visent à diversifier nos approvisionnements, Moscou s'arrange pour vendre progressivement son capital à des sociétés européennes. Ce fut le cas avant le Brexit avec British Petroleum, mais aussi avec l'italien Enel, et en essayant de les associer à des projets de gazoducs qui passent par le nord et maintenant par le sud de l'Europe. Une source européenne me confiait hier, sur l'Europe de l'énergie, nous sommes en panne. Et j'ajoute, notamment parce que le Kremlin paye très bien ses nouveaux oligarques européens. Et il a un poids politique encore, Gerhard Schröder ? Il pèse encore quelque chose en Allemagne ou on l'a complètement oublié ? C'est très difficile, à l'inverse, pour le Parti social-démocrate, dont il est issu, de venir dire que ça n'est pas bien. Et pendant la campagne électorale, Angela Merkel a insisté sur ce point. Ah oui, c'était un point de débat. Et puis ils savent se recycler, les premiers ministres, décidément. Oui, il n'y a pas que lui. On peut dire aussi que Tony Blair a trouvé beaucoup d'activités lucratives après ses mandats, bien sûr. Allez, on passe à l'économie. Emmanuel Dutheil, on va parler espace ce matin. Ariane 5 va procéder ce soir à un nouveau tir. Oui, si tout se passe bien, ce sera le 81e lancement de suite sans accident. Ariane 5 lancé en 2003 est la fusée du programme Ariane qui a réussi le plus de lancements à la suite sans problème, ce qui fait aujourd'hui d'Ariane Espace sûrement le lanceur le plus fiable du monde. Mais aujourd'hui, plus personne ne parle de ces lancements. Je pense que pourtant, comme moi, vous vous souvenez des tirs en direct à la télévision. Bon, ça fait quand même il y a une trentaine d'années. Et des communiqués ensuite enflammés de l'Elysée. Petite anecdote au passage, plus aucun président de la République n'assiste à un lancement depuis François Mitterrand en 85. Vous avez une petite idée pourquoi ? C'est loin. C'est loin, mais c'est parce qu'il y avait eu un accident ce jour-là et tout simplement les présidents qui ont suivi ont peur d'avoir la choucoumoune et du coup plus aucun président ne s'est risqué à assister à un lancement d'Ariane depuis 85. Dites-moi, Ariane 5 va bientôt être remplacée par Ariane 6. Ils sont originaux dans les noms. Oui. Même si elle fonctionne très bien, elle n'est plus dans le coup. Oui, vous avez tout à fait raison. Ariane a été ringardisée par les fusées des milliardaires américains comme Jeff Bezos, le patron d'Amazon, et puis surtout Elon Musk. Elon Musk est connu notamment pour les voitures électriques Tesla. C'est un personnage totalement iconoclaste qui a révolutionné avec SpaceX, c'est le nom de sa compagnie pour les fusées, ce monde des lanceurs. Il est arrivé en cassant les prix, environ 40% de moins par rapport à Ariane, et en proposant une technologie révolutionnaire qui permet de récupérer des éléments de la fusée pour un autre vol ensuite. Et surtout avec une confiance en lui totalement folle. Dès 2006, il avait lancé « Salut à tous, je m'appelle Elon Musk, je suis le fondateur de SpaceX et dans 5 ans, vous êtes tous morts ». Alors que pas grand monde y croyait, après plusieurs
plusieurs échecs. Il a réussi véritablement aujourd'hui à industrialiser ses lancements. Du coup, on le reconnaît dans la direction, dans l'entourage de la direction d'Ariane. La fin de vie d'Ariane 5 va être très difficile. Et alors du coup, quand est-ce que Ariane 6 arrive ? Alors le premier vol est attendu en 2020. Ariane a engrangé il y a quelques semaines son tout premier contrat de la part notamment de l'Agence spatiale européenne. Ce sera un lancement pour alimenter Galileo. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est le GPS européen. Et il espère bien que cette première commande va être suivie de beaucoup d'autres, car l'un des gros avantages d'Ariane 6, c'est de proposer des lancements moins chers qu'aujourd'hui. Ils seront du coup plus compétitifs face à SpaceX. Et pour y arriver, ils ont revu tout le process de conception. Ce sera beaucoup mieux organisé. Et cette fusée, finalement, ça va être un peu la Dacia Logan d'Ariane. Je pense qu'il ne serait pas du tout content de l'image, mais c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la révolution technologique, on est vraiment dans la compétition commerciale et dans la réinvention commerciale. Et ça, c'est indispensable pour espérer rester aux avant-postes. La vraie question que ça pose, Emmanuel, c'est la privatisation de l'espace. Oui. En fait, si vous laissez aujourd'hui de plus en plus d'opérateurs privés envoyer des satellites et occuper l'espace, ça veut dire que les puissances publiques qui voient dans le spatial une source à la fois d'intervention, d'espace économique, d'espace même militaire, il y aura un vrai problème. Et aujourd'hui, SpaceX, c'est déjà l'un des plus gros lanceurs au monde en termes de nombre par an, puisqu'ils arrivent à lancer, je crois, tous les 5 jours, et ils veulent réussir à lancer maintenant entre 2 à 3 jours. Donc c'est pire que le supermarché. Et Ariane 5, pour la petite histoire, c'est 18h47 à Paris, heure de Paris. Non, je crois que c'est heure de cours ou 18h47. 18h47, heure de Paris, bon, je crois. Je crois y avoir vu heure de cours. Voilà, on va vérifier, oui, je ne voudrais pas dire de bêtises. Mais c'est obligatoirement vous, Raphaël, qui avez raison, c'est vous la chef. Mais non, pas du tout, pas du tout. Je peux très bien mélanger les pinceaux dans les horaires, c'est possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce soir, à 20h50, ça, et non, c'est demain. J'ai peut-être raison sur le cours, alors. Écoutez, le week-end arrive, c'est une bonne chose. On va dire ça. C'est-à-dire qu'après les airs, je me propose Voilà, plongeons, allons-y. J'étais obligée, la musique, vous savez, voilà, c'était obligé. Il aurait eu 90 ans cette année, Jacques Mayol, et en 2001, il a choisi de mettre fin à ses jours dans sa maison qui est située sur l'île d'Elbe. Jacques Mayol, vous allez le découvrir, c'est l'histoire d'un homme qui a quitté peu à peu le monde des humains pour se consacrer à la mer. Sa vie, elle a débuté à Shanghai où déjà enfant, il côtoyait les hamas. Vous vous souvenez, les hamas, ce sont ces pêcheuses japonaises qui plongent en apnée. Et puis il a voyagé, il a rencontré sa femme, il s'est installé en Floride, s'est pris de passion pour les dauphins dont il s'occupait quand même dans un parc d'attractions et pas en pleine mer au départ. Sa fille raconte en souriant quelle image elle garde de lui. Quand je pense à mon père, je le vois en maillot de bain, un speedo noir. Je ne l'ai jamais vu en jean ou en costume. Il était toujours en maillot. Alors, loin d'être dithyrambique, et c'est en ça que le documentaire est extrêmement intéressant, il trace le portrait d'un être épris de liberté, alors qui se foutait totalement des conventions, qui se foutait aussi un peu parfois des autres. Son ami Gianfranco Carletti en parle très bien. Quand il était jeune, il a été chauffeur pour une actrice d'Hollywood, Zaza Gabor, qui était très connue à l'époque. Il a exercé de nombreux métiers. Il n'avait besoin que d'une Fiat 500 ou d'une Volkswagen avec un matelas et une fille à ses côtés. Jamais la même de préférence. Voilà, c'est un très beau portrait, sensible, juste avec des images de plongée absolument sublimes, dont une séquence de Mayol nageant entre 2 baleines. Ça ne pas manquer, c'est à voir sur Arte demain, Raphaël, samedi à 20h50. Oui. Et ce soir, vous aviez raison, Emmanuel, 23h47, Kourou, mais heure de Paris, le lancement d'Ariane 5. 6h54, ne bougez pas, Michael Hirsch arrive. Europe 1.